Sabine qui vont parler à ma place. C'est deux stagiaires de master donc de l'université de Guadeloupe et de l'université de La Rochelle qui sont ici pendant 5 mois et qui arrivent à terme de leur projet de recherche. Alors, ils travaillent sur deux thématiques légèrement différentes, vous allez en savoir plus tard, mais ils travaillent tous les deux sur deux projets financés par la communauté européenne, la CTG, avec des programmes FEDER, qui se concentrent sur la zone côtière et sur les estuaires et les mangroves de la Guyane. Donc, ils travaillent à la fois sur la biodiversité, mais aussi sur les pollutions qu'on peut retrouver au long de la côte. Je laisse la parole à Léa et ensuite il y aura Sabine. Et voilà, et après on sera ici pour répondre à vos questions. Donc, bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Moi j'ai fait mon stage, qui arrive à terme comme l'a dit Morgana, sur la méiofaune et je vais tenter de vous expliquer ce que c'est aujourd'hui. Donc déjà la méiofaune, elle fait partie des organismes benthiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les organismes benthiques, c'est ceux qui vont être à la surface du sédiment, dans l'eau ou dans le sédiment. Donc moi je me suis concentrée sur la méiofaune benthique marine, des côtes, estuaires et mangroves en Guyane. Super. Donc la méiofaune, en termes de taille, déjà à l'œil nu on ne peut pas du tout la voir. C'est des animaux qui sont compris entre 1 mm et plus de 40 micromètres. Donc, micromètres, si vous prenez par exemple un cheveu, c'est plus petit qu'un cheveu. Et ça va être des animaux qui vont avoir un temps de vie très court, donc qui vont se renouveler très très rapidement. C'est une de leurs particularités dans le milieu marin. Vous avez une petite vidéo qui vous présente certaines espèces. Vous avez, on appelle ça un bryozoaire, ça ressemble un peu à une tulipe. Là, vous avez un gastrotriche, c'est comme un petit serpent. Là, un hématode. Donc, c'est ce qu'on peut observer du coup sous microscope ou sous loupe binoculaire. C'est assez mignon. Vous avez un petit rotifère, donc là on a un petit zoom sur les pattes parce qu'ils peuvent se déplacer. Bon, ils ne font pas des millions de kilomètres, mais ils se déplacent pas mal dans le sédiment. Vous avez un petit nématode du coup qui ressemble pareil à un petit ver. Et vous avez un waterbear, c'est un ours de mer en fait, c'est un peu comme le petit dessin là-bas. Et un acarien, donc c'est pas les acariens que vous avez dans vos oreillers et vos coussins, vous n'êtes pas allergique à eux. Un petit serpent de mer, voilà, c'est quelques espèces qu'on peut rencontrer sous microscope. Et donc pour faire un ordre d'idée, quand moi je les manipule à la loupe, donc j'ai une petite aiguille à tricoter, en fait vraiment toute petite, et du coup, face à de la méiofaune, ça donne cette taille-là. Donc là on a un petit acarien, et en fait ça fait la taille de la pointe de l'aiguille, donc c'est vraiment tout petit. Là vous avez un petit nématode, pareil. Donc voilà, c'est pour vous représenter un peu la taille. L'œil humain ne peut clairement pas les distinguer. Et pourtant, c'est des animaux qui sont très diversifiés. Donc, on a des morphologies qui sont assez variées. Vous avez un petit copépode, par exemple, juste ici. Vous allez avoir un Pteridacé, ça a des petites antennes. Ici, un bivalve, ça ressemble à une sorte de tout petit coquillage. Un hématode et un ostracode, eux, ils ont une coquille en fait qui les protège. Donc, vous avez des morphologies diverses. Après, vous pouvez voir que ça reste plus ou moins longiforme. Ça leur permet de se déplacer dans le sédiment, dans la vase et de parcourir quelques petites distances. Donc vous avez les noms qui sont les plus communs, on va dire, donc les nématodes, les copépodes, ostracodes, acariens. Et on a aussi des foraminifères, c'est des sortes de petits coquillages. Et ils sont présents, c'est une de leurs particularités, depuis plus de 450 millions d'années. Donc c'est des animaux qui sont très très anciens. Et surtout, ils n'ont que très peu eu de modifications au cours des années. Donc c'est resté à peu près les mêmes espèces, les mêmes morphes. Et en termes de dominance d'une espèce sur l'autre, ça n'a jamais trop bougé. Donc c'est une communauté qui est assez stable. C'est aussi pour ça qu'elle est intéressante à étudier. Alors de l'autre côté, vous avez un arbre phylogénétique. Donc, qui représente au total 32 phyla. Alors on peut voir ça en fait comme des embranchements. Et chaque embranchement, ça va correspondre à un métazoaire. Alors les métazoaires, c'est tous les petits animaux
compris entre 1 mm et 40 micromètres. Et en fait, la méiofaune fait partie de ces métazoaires. C'est des animaux qu'on appelle pluricellulaires. Par exemple, ça va être complètement opposé à une bactérie, une branche, une feuille. Et du coup, dans ces métazoaires, vous avez 24 phyla qui appartiennent à la méiofaune sur 32. Donc elle est vraiment dominante. En jaune, on ne voit pas très bien les écritures, mais vous avez les taxa en fait, qui sont de la méiofaune toute leur vie, donc qui vivent, qui naissent méiofaune, qui meurent méiofaune. En vert, vous avez la méiofaune qu'on peut appeler intermédiaire. En fait, elle va par exemple avoir un cycle de vie méiofaune, et puis après elle va grandir et elle va avoir une taille plus importante. Et en noir, vous avez les autres métazoaires. Donc voilà, on a vraiment du coup une communauté qui est abondante, importante, et qui occupe une place de premier lieu. Donc des communautés abondantes, notamment dans le monde, c'est compliqué d'établir un chiffre parce que vous imaginez bien qu'on ne les a pas encore toutes découvertes. Et surtout, c'est compliqué de les caractériser entièrement. Ça demande quelques moyens, notamment déjà d'avoir un microscope, et on n'a pas tous un microscope. Ensuite, au niveau de l'Amérique du Sud, alors pareil, c'est des chiffres qui varient, mais on a une moyenne d'environ 1000 individus par 10 cm². 10 cm², ça fait un carré comme ça, on va dire. Et en Guyane française, c'est ce qui nous intéresse, on a des chiffres qui varient énormément. On va avoir par exemple moins de 100 individus jusqu'à plus de 4000 individus qui ont été retrouvés au niveau du marais de Caux. Donc voilà, sur 10 cm², on a plus de 4000 individus qui peuvent être retrouvés. Alors, vu la taille de cette méiofaune, vous vous dites que c'est pas grand-chose parce qu'on ne les voit pas, mais en termes de densité et de biomasse, si on rapporte ça à des animaux plus élevés, c'est énorme. Ensuite, les plus fortes abondances, elles vont être retrouvées dans les estuaires vaseux, par exemple en Vendée ou dans les estuaires qu'on a de Bande-Bade. Et les plus faibles abondances, elles vont être retrouvées dans les fonds marins, puisque c'est là où on a le moins d'oxygène, c'est aussi là où on a le moins de luminosité. Et pourtant, même dans ces milieux-là, la méiofaune, c'est une communauté qui va être retrouvée majoritairement par rapport à d'autres organismes. Donc voilà, elle est assez adaptable en fait, on la retrouve vraiment partout. Elle est du coup dans des habitats variés, vu qu'on la retrouve un peu partout dans le monde. Donc pour commencer, dans l'habitat côtier, donc avec de l'eau salée, on la retrouve régulièrement. En estuaire, avec de l'eau ça va être cette fois-ci plus saumâtre, mais aussi dans les fleuves et rivières, avec de l'eau complètement douce. Et puis après, si on va dans des conditions plus extrêmes, on la retrouve dans les cheminées hydrothermales. C'est des cheminées en fait sous-marines qu'on retrouve notamment dans les abysses et qui dégagent de l'eau très très chaude. On peut apparenter ça à des mini-volcans sous-marins. Et on la retrouve également dans les glaces en Arctique par exemple. Donc elle est vraiment adaptée à des conditions qui sont très très variables et qui passent d'un extrême à l'autre. Et donc cette méiofaune, vu qu'elle est présente un peu partout, dans plusieurs endroits en abondance, on se doute bien qu'elle est un maillon indispensable de la chaîne alimentaire. Donc elle va être à la base en fait du réseau trophique. Donc le réseau trophique, il faut voir ça comme un flux d'énergie. Tous les organismes sont liés entre eux parce qu'ils se nourrissent, l'un va manger l'autre, l'un va donner de l'énergie à l'autre. Et donc vous avez cette pyramide en fait qui représente un peu la chaîne alimentaire, avec les top prédateurs au-dessus. Et en dessous, les producteurs. Donc là, vous avez les diatomées, le phytoplancton, les microalgues. Et la méiofaune, elle va se trouver du coup à peu près à ce niveau-là, on va dire. Elle va être consommée par du coup les consommateurs plus élevés, secondaires, par exemple les poissons, les oiseaux. Et elle va aussi servir d'intermédiaire parce qu'elle va pouvoir manger tout ce qui est bactéries, phytoplancton, microalgues. Ce qui fait qu'elle est vraiment, elle a un rôle important dans le cycle des nutriments, puisqu'elle va servir d'intermédiaire et échanger en fait les nutriments avec les autres espèces. Elle est aussi importante dans le rôle de recyclage du carbone, puisque vu qu'elle va stimuler l'activité microbienne et l'activité bactérienne en mangeant le phytoplancton, en mangeant les petites bactéries, elle va finalement en fait booster la production de carbone dans l'eau. Donc ça, c'est un point qui est hyper important et puis on en parle de plus en plus maintenant, vu que c'est un sujet dont on s'intéresse de plus en plus par rapport au changement climatique.
Ensuite, du coup, en Guyane française, on s'y est intéressé parce qu'on connaît encore peu nos fonds marins, nos écosystèmes marins. Et la méiofaune, comme on l'a vu, elle a une place assez importante. Donc en Guyane, on est face en fait à deux particularités entre guillemets. Ça va être déjà une très forte saisonnalité et une forte instabilité côtière. Donc ces deux facteurs en fait, ça donne un milieu qui va être hyper instable et très variable. Du coup, on va voir qu'il y a peu d'organismes qui arrivent à s'établir dans ces sédiments. Donc la saisonnalité, comme vous le savez, en saison sèche, dans l'eau, on va avoir par exemple une salinité plus élevée. On va avoir une température également plus élevée dans l'eau, un pH plus élevé. Ajouter aussi des teneurs en phosphate qui vont augmenter et de la matière organique dans l'eau qui va être plus importante. Donc ça, c'est un peu les paramètres environnementaux qu'on a relevés pendant cette étude. Et tandis qu'en saison des pluies, à contrario, on va avoir du coup un apport d'eau douce plus important avec par exemple des estuaires qui vont être très très saumâtres avec 0,00% de salinité. On va avoir plus de mercure et plus d'aluminium, parce qu'on verra un peu plus tard, mais c'est notamment par rapport au ruissellement en fait, des eaux de pluie qui partent de l'amont vers l'aval. Et on aura également plus d'oxygène, vu que l'oxygène, avec l'apport d'eau douce, ça va réduire en fait l'anoxie qui peut être présente en saison sèche. Donc voilà, on a déjà deux variations assez fortes, on va dire. Et ensuite, au niveau de l'habitat d'écosystèmes côtiers, donc comme vous le savez, on a ces bancs de base qui se forment très régulièrement en Guyane, qui proviennent de l'Amazone et qui amènent en fait des décharges très importantes de sédiments. Là, vous avez les photos du Mayuri, du coup sur plusieurs années, de 2018 à 2021. Comme vous pouvez voir en 2018, on a du coup tout le banc de base qui se trouve au-dessus, qui commence à s'établir le long de la côte. Et en 2021, vous avez vraiment du coup la mangrove qui a progressé, le banc de base qui s'est sédimenté, et en fait le paysage, il est totalement remodelé continuellement de cette façon. Donc les organismes qui vivent dans ces sédiments, ils doivent forcément s'adapter à ces conditions qui sont très très variables. On ajoute à ça la houle qui va remettre en suspension toutes les particules de sédiments régulièrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un sol qui est stable, c'est comme si on met une petite fourmi dans un sédiment, on donne un coup de balai, elle va voler en fait, elle ne va pas rester là. Donc là c'est pareil pour la méiofaune, il faut qu'elle arrive à coloniser cet endroit qui est très instable. Et on va voir qu'elle y arrive, malgré ces conditions. Donc nous on s'est concentré sur 3 sites, 3 estuaires. On a travaillé sur l'estuaire de Mana, l'estuaire de Cayenne et l'estuaire d'Aproague. Et on s'est ensuite concentré sur 3 habitats différents. On a la mangrove, la côte et puis le chenal d'estuaire, donc un peu au milieu en fait de l'estuaire et du fleuve. Donc voilà, on a fait ces 3 sites-là pour essayer de mieux caractériser la méiofaune, mieux aussi caractériser les différents paramètres environnementaux, dont la pollution. Et donc au niveau des résultats, tout d'abord au niveau des habitats. On a une abondance en méiofaune qui est plus forte en mangrove. On va avoir plus de 1200 individus sur 10 cm², tandis que sur la côte, on va avoir environ 56 individus sur 10 cm². Donc on a vraiment une structuration en fait de nos communautés, du coup, qui va être faite selon les habitats. Ça c'est assez important parce que ça veut dire elle ne va pas coloniser tout au même endroit et surtout à la même abondance et avec les mêmes espèces. Et sur la côte, donc, on voit qu'il y a moins d'abondance. C'est aussi lié, du coup, comme j'ai dit, à toute cette instabilité qu'on retrouve en fait sur la côte en Guyane, avec les bancs de base, la houle. Donc on a de la méiofaune, mais c'est plus compliqué pour elle de rester dessus. Ensuite, au niveau des sites, du coup, au niveau de Mana, Aproague et Cayenne, on se rend compte qu'on a des communautés qui sont plus abondantes au niveau d'Aproague et qui vont être moins abondantes au niveau de Mana. Donc, je vais vous expliquer au niveau des polluants notamment ce qui peut être lié. Mais voilà, ça permet d'avoir un premier visuel en fait sur le fait que nos communautés, elles ne sont pas partout pareilles, elles vont vraiment être structurées.
Et maintenant, il va falloir essayer de mieux les connaître pour appréhender les changements qui peuvent survenir. On a aussi testé les différences entre saisons et on a remarqué qu'il n'y en avait pas vraiment. Il doit y avoir une centaine d'individus en plus ou en moins entre la saison sèche et humide. Donc ça donne une visibilité sur le fait que la variation des conditions environnementales, donc par exemple en saison sèche, on aura salinité très forte, température très forte. En saison humide, on aura salinité très faible, température très faible. Là, ça ne va pas trop les impacter. Elles sont plutôt habituées à ces variations. Par contre, elles vont vraiment être spécialisées dans un habitat et dans un site. Et ensuite, au niveau des nématodes, ça a été le taxa le plus abondant. On en a eu plus de 90%, 91% pour être exact. Donc c'est vraiment eux qui sont dominants presque partout. Et donc, un des résultats qu'on voulait avoir, c'était par rapport aux polluants. On a décidé de se focaliser sur 2 types de polluants pour cette étude. On a pris les métaux et les nutriments. Au niveau des métaux, du coup, on aura le mercure, on aura l'aluminium, on a aussi le plomb. Alors, il n'est pas marqué ici parce qu'il était en teneur en fait très petite, donc c'était limite pas détectable. Du coup, on ne l'a pas gardé parce que ça n'avait pas du tout d'impact. Par contre, on a gardé mercure et aluminium, on verra pourquoi. On a aussi pris du coup en nutriments l'ammonium, nitrate nitrite et le phosphate. Donc, ce qu'on peut voir du coup au niveau de la mangrove, l'habitat mangrove, on a trouvé des teneurs plus élevées en ammonium. Au niveau de l'habitat estuaire, on a trouvé des teneurs plus élevées en mercure. Ça s'explique notamment par le fait qu'en saison des pluies, par exemple, les ruissellements, en fait, ils vont amener directement dans l'estuaire tout le mercure. Donc après, il ne faut pas non plus dramatiser. Du mercure, il y en a dans les sols en Amazonie. C'est des sols en fait qui sont très riches en métal de base. Et voilà, on peut voir que du coup, clairement, c'est l'estuaire qui va prendre cette pollution-là. Et après, au niveau de la côte, on aura plutôt des nutriments, donc nitrate, nitrite et phosphate. Alors, pourquoi on a choisi les nutriments puisque de base, les nutriments, on en a tous besoin pour vivre. Hein. Les organismes vivants, ils en ont besoin pour se développer. Néanmoins, les nutriments, quand c'est à dose trop élevée, ça devient toxique. Par exemple, quand on parle des déversements agricoles avec les engrais, typiquement, c'est des nutriments qui peuvent amener en fait une toxicité à l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des milieux qui sont très très riches en nitrate nitrite, en nutriments. Ils peuvent avoir un développement algal très très fort. Et en fait, ces algues, elles vont consommer l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Ça va amener une eutrophisation. Donc c'est quand on a une eau qui est plus du tout oxygénée et des espèces qui peuvent plus vivre dessus. Donc voilà, c'est notamment par rapport à ça qu'on a besoin d'étudier en fait ces teneurs en nutriments. Ensuite, au niveau des sites, donc là vous avez l'estuaire entier d'Afouag, vous avez Cayenne et vous avez Mana. Alors au niveau d'Afouag, donc l'estuaire dans sa globalité, on avait en moyenne plus d'aluminium, plus de nitrate nitrite. Au niveau de Cayenne, on avait en moyenne plus de phosphate. Et enfin, au niveau de Mana, donc sans étonnement, on avait plus d'amercure, plus d'ammonium. Alors, pourquoi du mercure plus à Mana Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les camps d'orpaillage ou même les activités aurifères qu'il y a dans les fleuves ici. Mais en fait, à Mana, il y a plusieurs camps d'orpaillage, légaux, illégaux, fermés, ouverts, qui sont présents. Ce qui fait que tout le ruissellement qui va avoir lieu en saison des pluies, il va se déverser directement dans cet estuaire. Et donc c'est là qu'on a les teneurs les plus élevées. Et quand on regarde aussi la qualité des eaux de la DCE, du coup à Mana on a des eaux qui sont médiocres, voire mauvaises. Donc on a un peu ces deux-là. Contrairement à Cayenne et à Fouag, étonnamment, où la qualité des eaux est meilleure qu'à Mana. Et si on fait le lien avec le graphique juste avant, juste ici, c'est aussi à Mana qu'on a le moins d'abondance en méiofaune. Donc il faut savoir que sur tous les polluants qu'on a étudiés, les abondances, elles étaient toutes corrélées aux teneurs en polluants. Donc ça veut dire que si les polluants varient en fait en termes de teneur, on a la méiofaune qui va réagir à ça. Alors après, pour vous rassurer, les polluants qu'on a étudiés, ils étaient tous en dessous des seuils.
Donc voilà, il n'y a pas eu de taux qui était supérieur à un seuil fixé par le gouvernement, par la DCE. Mais par contre, il faut aussi savoir que les seuils sont fixés pour nous. Donc on est quand même des êtres humains assez grands, assez costauds. La méophone, elle est minuscule. Donc ce que nous, on va supporter, elle ne va pas réagir du tout de la même manière. C'est aussi pour ça que c'est important de l'étudier. C'est parce qu'elle se trouve vraiment en fait à la base et elle va accumuler, elle en première, ces polluants-là. Donc le fait de pouvoir mieux la connaître, mieux savoir comment elle réagit à des pollutions, bah, ça permet de se dire, ok, si elle réagit comme ça, est-ce que les autres organismes ils vont réagir pareil? Est-ce qu'ils vont décroître, accroître? Et est-ce que pour l'homme, ça peut causer un problème? Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier sous cet angle-là. Et donc, pour parler un peu de l'avenir de la méiofaune, c'est des animaux en fait qui étaient encore peu étudiés il y a peu de temps. Et on se rend compte qu'ils sont importants. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils réagissent rapidement aux perturbations des milieux. Ils réagissent rapidement avec leur renouvellement en fait, qui est très court. Et aussi parce qu'ils ont une position, du coup, comme je l'ai dit, dans le sédiment, dans la base, dans les sédiments grossiers, dans le sable. Et en fait, ces sédiments, c'est eux qui vont contenir le plus longtemps les pollutions. Par exemple, les sédiments vaseux, les bancs de base qu'on a le long des côtes, ils peuvent contenir jusqu'à 10 fois plus de polluants que dans l'eau. Donc le fait que la méiofaune elle vive dedans, elle est vraiment aux premières loges du coup pour réagir à ces perturbations. Et un bon indicateur de pollution, je m'en suis aussi rendu compte pendant que je les observais, parce qu'il m'est arrivé de tomber sur des microplastiques, donc des tout petits filaments rouges par exemple, qui font en fait la taille de la méiofaune. Et du coup, on a vu juste avant que la méiofaune, elle pouvait être consommée par des consommateurs plus élevés. Donc, est-ce que ces microplastiques, il est aussi ingéré finalement au sein de la chaîne trophique? C'est ce qu'on va voir avec Sabine, qui va prendre la relève. Et donc, pour finir, pourquoi étudier la méiofaune? Parce que pour connaître la biodiversité, c'est bien de caractériser finalement un peu tous les compartiments et de savoir en fait à la base voilà, quels changements vont avoir lieu et dans le but de finalement mieux la protéger, mieux connaître, surtout en ce moment avec les changements climatiques qui nous frappent. C'est encore plus important d'être à même de pouvoir connaître voilà, ce genre d'organisme. Merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole à Sabine. Du coup, bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Donc, je m'appelle Sabine et je vais vous parler du coup aujourd'hui des plastiques et des poissons du coup dans la mer, le long de la côte de Guyane. Ok, super. Ça fonctionne? Oui, ok. Donc on va faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est le plastique. Donc il est partout autour de nous, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Donc de base, ça c'est du pétrole brut, bien des gaz qui sont sous la terre, qu'on va aller chercher, donc sur terre ou bien dans la mer. Vous avez sûrement déjà entendu parler des plateformes pétrolières qui vont puiser très profondément. Et donc ce pétrole et ces gaz naturels sont envoyés dans des usines où ils vont être traités par plein de manières différentes, où on va leur ajouter toutes sortes de choses aussi, qui va créer le plastique qu'on connaît aujourd'hui et qui est clairement partout. Ça c'est du plastique, ça c'est du plastique, et c'est du plastique. On en a vraiment partout, surtout les téléphones, sur les matériels médicaux, etc. Donc dans le monde, il y a environ 9,2 milliards de tonnes en fait, qui sont produits depuis 1950, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Il y a 6,9 milliards de tonnes qui sont jetées du coup, depuis 1950 et seulement 0,6 milliards de tonnes qui sont recyclées, ce qui est vraiment très peu. Donc, et ce plastique, qu'est-ce qu'il fait? Donc il y a environ tous les ans 4,8 millions de tonnes qui finissent leur course dans la mer. Mais comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à là?
De manière générale, ils arrivent pour la plupart dans la mer par les rivières. Du coup, c'est souvent les plastiques qui sont sur les côtés, ou bien qui, avec la pluie par exemple, ils vont tous aller vers des rivières, qui va les emmener par la suite dans la mer. Ou bien carrément avec le vent, par exemple, on fait un petit pique-nique sur la plage saline, et un paquet de gâteaux ou de chips, comme ça, qui peut s'envoler et peut atterrir dans la mer. Ou bien il y a encore par déposition atmosphérique, ou bien c'est plutôt avec la pluie, avec les toutes petites particules. Ou bien il y a carrément on les dépose directement dans les océans comme des gros cargos, ou bien les pêcheurs en fait qui vont juste perdre un filet, ou bien quelque chose va tomber par-dessus bord, ou bien volontairement, on ne sait pas pourquoi, mais qui vont jeter les choses dans les océans. Il y a aussi par tout ce qui est par ruissellement aussi, etc., à travers le sol. Ou bien carrément par les eaux usées en fait, qui ne sont pas filtrées ou qui sont pas traitées, qui sont déversées directement, comme ça arrive souvent, même en hiver. Donc maintenant, je vais vous mettre une petite vidéo. Donc c'est une petite vidéo de l'Ifremer sur les microplastiques. Comment est-ce qu'on passe des macroplastiques, du coup, qui sont grands, aux microplastiques qui sont tout petits, donc par fragmentation. Donc chaque année, en fait, il y a l'homme qui produit environ 300 millions de tonnes de plastique, ce qui est assez important. Excuse-moi, Sabine. Je vais te donner un micro, il y a des gens qui n'entendent pas très bien. Si ça fonctionne. Ouais. Allô? Philippe? Bonsoir. Test, c'est bon? Allô? Alors, du coup, je vais reprendre le. On va recommencer. On va tourner un petit peu. Désolée. Ok, du coup, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais du coup, il y a environ 300 millions de tonnes de plastique qui sont produites tous les ans. C'est beaucoup. Et ce plastique finit souvent dans les océans. Comme j'ai dit précédemment, souvent ça peut arriver par les rivières, comme ça, quelque chose qui tombe et qui s'en va. Donc ce plastique en fait va subir des agressions à travers son voyage, donc par l'oxygène qui va produire de l'oxydation, par les UV du soleil en fait qui vont l'agresser et qui vont faire les particules de plastique en fait se désintégrer et vont avoir un plastique un peu friable. Vous avez sûrement déjà vu des plastiques qui se détachent, il est un tout petit, du coup on le touche. Ou bien il peut aussi avoir des effets, comment dire, de la chaleur et tout ce qui va avec. Donc par la suite, en fait, les macroplastiques vont se désintégrer ou se fragmenter en plein de petits morceaux, mais la fragmentation n'est pas homogène. On peut obtenir des gros morceaux, comme il y a ici, des choses comme ça, mais on peut aussi obtenir également ce qu'on appelle des microplastiques, qui sont très 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 petits et qu'on voit très peu, donc pas du tout. C'est les petits trucs là. Voilà. Donc ces microplastiques, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on parle de microplastique, on en entend souvent parler en ce moment, mais on ne sait pas exactement d'où ça vient. Donc, par exemple, vous avez sûrement peut-être déjà utilisé des gommages ou des dentifrices avec des petites billes à l'intérieur. Donc, la plupart du temps, ce sont soit des petits bouts de noix, d'abricots ou des choses comme ça. Mais parfois, il peut s'agir de microplastiques. Bon, ils sont interdits dans l'Union européenne, mais par exemple, par des importations venant d'autres pays, vous pouvez en trouver. Bien, ça peut être des petites pellettes qu'ils ont utilisées en fait, pour fabriquer les plastiques dans les usines. Donc des petits trucs comme ça qu'on va faire fondre en fait, pour créer toutes sortes de choses. Ou bien ça peut être carrément des bouts de plastique en fait, qui sont issus de vos vêtements, des vêtements synthétiques qu'on va laver en fait, à la machine et ils vont se détacher et ils vont partir dans les eaux qui usées, parfois traitées, du coup finissent dans les océans. C'est les microplastiques primaires. Les microplastiques secondaires, c'est ce qu'on vient de voir en fait, dans la vidéo. Ce sont les gros plastiques en fait, qui vont se fragmenter, arriver dans les océans et qui vont devenir tout petits par la suite. Donc les microplastiques, c'est ce qui est supérieur à 1 micromètre et environ inférieur à 1 à 5 mm. C'est un peu la taille d'un cheveu humain ou un peu plus petit. Parce qu'on peut compter aussi les nanoplastiques qui sont encore plus petits, qui peuvent être de la taille d'un virus et ceux-là, on les voit pas du tout. Donc, ces microplastiques, comme ils sont disponibles en fait, dans les océans, ils peuvent être consommés par hasard ou pas par hasard.
par les petits organismes, par exemple, par la ménopause. Il va pouvoir avoir un petit plancton en fait, qui mange les microplastiques, tous les petits travers. C'est assez marrant en fait, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui passe dans le cerveau. Oups, désolé. C'est un peu bizarre la musique. Et donc, ces petits planctons, ces petits organismes sont par la suite mangés par d'autres organismes un petit peu plus gros qui vont aussi être mangés. Et donc, les microplastiques peuvent se transporter en fait dans la chaîne alimentaire sans forcément s'accumuler. Mais ils peuvent les animaux peuvent également consommer ces plastiques directement sans accumulation, comme par exemple, vous connaissez sûrement le fait que les tortues marines peuvent parfois prendre les sacs plastiques pour des méduses et les avaler, etc. Et le fait que les animaux consomment du plastique, ça peut avoir différents effets. Par exemple, les macroplastiques ont des effets qui sont vraiment visibles à l'œil nu. Et voilà, souvent, par exemple, ils peuvent s'enrouler dans des filets qui vont faire qu'ils ne pourront plus respirer, ils ne pourront plus se nourrir. Ou bien ils peuvent l'ingérer, ce qui va faire que tout leur estomac va se bloquer, ils ne vont plus pouvoir absorber les nutriments qui vont avec, et du coup ils vont mourir de faim. Et vous connaissez sûrement cette image qui est assez célèbre, qu'on a tous vu dans les livres d'histoire. Mais du coup, les microplastiques, eux, ils ont des effets qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Il faut vraiment aller chercher pour les voir. Donc, ils peuvent avoir des dommages, provoquer plutôt des dommages physiques, comme la congestion des intestins, des lésions, des ruptures gastriques, toutes sortes de déformations, mais aussi provoquer des dommages chimiques assez importants, comme qui vont provoquer en fait la mort de cellules, des dysfonctionnements des organes, etc. Et tous ces effets peuvent avoir du coup provoquer des modifications de comportement, des baisses de l'immunité, de nutrition, de croissance et même carrément parfois la mort, si les organismes sont plus petits. Donc, en Amérique du Sud, les microplastiques et en Guyane sont très peu étudiés. En Guyane, par exemple, il y a une seule étude qui a été faite précédemment par Quata sur l'absorption des microplastiques par les tortues. Je vous invite à aller voir le rapport qui est disponible sur Internet et qui est vraiment très sympa. Enfin, sympa. Voilà. Et donc, nous cherchons l'année première à apporter la petite pierre à l'édifice, à pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir dire que oui, il y a des plastiques dans les eaux et dans les organismes, pour pouvoir par la suite comprendre quels effets sont présents ici à cause des microplastiques. Du coup, nous avons échantillonné toute la côte de Guyane sur 13 sites différents en fait. Nous avons récupéré du coup les estomacs de tous les poissons. C'est une drôle de forme. On ne s'attend pas forcément à ça. Et donc ces estomacs ont été traités pour qu'à la fin on puisse les filtrer et du coup obtenir tous les microplastiques concentrés sur un seul petit filtre comme ça. Donc assez surprenant, 100% des estomacs que nous avons étudiés contenaient des microplastiques. Et nous avons étudié du coup les poissons assez communs que vous avez sûrement dû rencontrer en Guyane, c'est le petite gueule, le requin soyeux, la copa rouge, la copa aiguille, le cropia roche, le cropia grand-mère, le mâchoire en blanc et le tazar. Du coup, ce que nous avons retrouvé dans les estomacs, ce sont des agglomérats bleus à 70%. Ça ressemble à ça. Et c'est tout petit. Le deuxième plus important que nous avons trouvé, du coup, c'est les agglomérats verts qui sont comme ça. Et après, ce sont les filaments, il y en a un peu de toutes les couleurs. Vous voyez le filament rouge, ça ressemble un peu à ce que Léa vous a montré juste avant. Et on s'attendait à ce que ce soit justement ces filaments rouges qui soient les plus importants, parce que d'après ce qu'elle a vu elle aussi, et par l'OSL, qui nous ont partagé en fait, que dans les sédiments, la plupart des choses qu'ils trouvaient, c'était des filaments rouges ou bien des petits fragments en fait, de plastique. Et non, c'est le bleu qui l'emporte ici. Et du coup, même si oui, on va dire, en termes de moyenne de plastique par individu, il y en a environ 48,76 plastiques, ça peut être un peu perturbant. Et l'espèce qu'on a retrouvé le plus de microplastiques, c'était le cropia grand-mère avec 210 particules. Et celui avec le moins de microplastiques, c'était le requin soyeux, du coup avec 3 microplastiques. En termes de taille, la taille moyenne était de 0,211 microplastiques, avec une taille maximum de 9 mm, qui est environ la taille d'un petit pois. Pas la cosse entière, juste le petit. Et la taille minimum qu'on ait trouvé, du coup, c'est 0,001 mm, qui est environ la taille d'une bactérie. Donc vraiment tout petit. Même s'il y a eu du coup il y a une des différences du coup significatives de moyenne et de taille entre espèces,
Il y a également eu ces différences significatives entre stations. Donc là, vous pouvez voir, en fait, c'est l'abondance des microplastiques chez le mâchoire en blanc et chez la copa aiguille, du coup le long de la côte de Guyane. Donc ça nous paraît cohérent tout ça, parce que par rapport à ce que j'ai dit avant, les microplastiques, ils se déplacent enfin, par les rivières, vers les océans et le plus proche de la côte. Donc ici, donc proche de Cayenne, c'est là où il y a le plastique le plus abondant, ici. Et à la sortie des estuaires également, ici. Et là. Donc pour conclure, ces chiffres peuvent être un peu alarmants parce qu'on se dit, oh là là, comment on va faire, il y a plein de microplastiques partout, ça peut être dangereux, parce que c'est dangereux pour les poissons, pourquoi ce ne serait pas dangereux pour les hommes aussi? Mais il faut relativiser, réaliser que par exemple, dans une bouteille d'eau, une simple bouteille d'eau, il y a 84,37% microplastiques microplastiques dedans. Dans une bière, il y a 32 plastiques. Dans l'air, je ne sais pas comment je vais calculer ça, ou même dans tout ce qui est nourriture issue de la mer, il y a environ 1,48. Nous, on a trouvé un petit peu plus. Mais voilà, il ne faut pas paniquer. Et voilà, et tout ça peut nous amener du coup à nous intéresser à charger plus. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, tout à fait. Si vous avez des questions à poser, vraiment, sans plus attendre. Sans micro. Sans micro. Les personnes à chanter. Oui. Moi j'ai une question. Tu nous as présenté les différents types de microplastiques, mais est-ce qu'on a une idée de à quoi correspondent les agglomérats, on appelle ça comme ça, bleus, etc. Oui. Non, en fait. C'était prévu qu'on utilise le microscope électronique à balayage en fait, qui est disponible à l'Université de Guyane pour pouvoir identifier du coup à quoi correspondent ces microplastiques. En fait, au début de l'étude, on a récupéré du coup quelques catégories qu'on a observées au microscope, mais on a trouvé que c'était pas des microplastiques, c'était par exemple des petits métaux, bien c'était carrément des bouts de coquillage, donc on a pu éliminer. Mais quand est arrivé l'heure de trouver qu'est-ce que c'était les microplastiques, le microscope s'est cassé. Et la personne qui veut le réparer est en Argentine. Donc pour la suite, ce serait quelque chose de très intéressant justement de savoir d'où ça vient. Et on a évidemment récupéré les échantillons en fait tout le long de la côte, des choses qu'on trouvait sur la plage, vous voyez les petits trucs de couleur. Et on pourra du coup comparer si ce qu'on retrouve dans les estomacs, est-ce que ça correspond à ce qu'on retrouve du coup sur la plage. Mais du coup, c'est à suivre. Merci. Bonsoir. Donc Christophe Becker, moi je fais partie d'Océan Sciences Logistiques et on est actuellement en train de faire le diagnostic des pollutions sur les plages. Et donc je suis étonné qu'on ait dit que c'était les plastiques rouges qu'on trouve le plus souvent, parce qu'en fait c'est les bleus. Ah. Les bleus, la même couleur que les cordes de pêche justement. Ensuite, pour compléter un petit peu le discours, c'est que nous en fait, donc là l'étude a été faite dans les estomacs de poissons. Et nous, on avait fait une étude complémentaire dont on communique les résultats bientôt là, sur la pollution sur les plages, donc dans le sable des plages en microplastique, et on a fait aussi des prélèvements au filet à plancton, donc directement au fil de l'eau. Et on a eu la chance de pouvoir monter à Maripasoula, où on a retrouvé dans 10 mètres cubes d'eau 67 fragments de plastique en amont de Maripasoula. Voilà, pour dire que la pollution vient bien des fleuves. Maintenant on peut l'attester par au moins un prélèvement, c'est pas suffisant, mais c'est déjà une piste de travail de future recherche aussi. J'avais une question pour Léa. À un moment, tu avais parlé de l'abondance que tu trouvais par centimètre carré, ou dizaine de centimètres carrés dans tes prélèvements. Tu parles uniquement d'abondance toutes espèces confondues, ou est-ce que tu t'es intéressé à la diversité spécifique aussi à l'intérieur? Parce que avoir un très très grand nombre d'individus, c'est pas forcément signe que le milieu est forcément mieux que celui où il y a moins de densité, mais plus d'espèces. Donc, est-ce que tu t'es intéressé aussi à la diversité spécifique? Oui, du coup, on s'est intéressé à la richesse spécifique. Donc, c'est vrai que je n'en ai pas parlé là,
Mais en fait, un des biais souvent, c'est que les nématodes, comme je vous l'ai dit, ils sont majoritaires. Et ce que j'ai pu voir, c'est par exemple que les copépodes et les ostracodes, qui font partie des espèces les plus abondantes, elles vont être plus variables selon les taux de salinité, les taux de température, et aussi les taux d'ammonium. Après, dans la mangrove, que ce soit abondance ou richesse, c'est là où on a les plus gros taux. Nous, au total, on avait 22 taxa, et en mangrove, on en a environ, il me semble, 17 sur les 22. Donc voilà, on s'est intéressé à ça. Après, en fait, comme les nématodes prennent le dessus, il faudrait vraiment faire des études spécifiques, je pense, sur, voilà, par exemple, ostracodes, copépodes qui sont intéressants et qui réagissent aussi rapidement aux perturbations, d'essayer peut-être de s'intéresser plus, de faire des études d'ADN, d'isotopes et tout pour vraiment voir les perturbations, les variations. Et tu trouvais, du coup, tu arrives aussi à voir la même chose avec la POAG, il y a une plus grande recherche spécifique? Alors, à Prouag, on avait une recherche spécifique plus importante aussi. Okay. Ouais. Et après, c'est vrai que j'ai pas poussé plus les analyses parce que manque de temps, mais c'est des choses à faire qui sont intéressantes. Okay. Et j'ai une autre question, je pense. Sur le mercure, tu as parlé qu'il y en avait aussi qui étaient présents dans les sols directement. Et tu dis que vous en avez trouvé beaucoup plus à Mana, du coup, mais est-ce que tu as réussi quand même à faire le lien avec le fait qu'il y avait beaucoup d'orpaillage à côté, ou c'est juste supposé? Non, le lien il est établi, alors pas par moi, parce que j'ai pas été voir, mais il y a eu pas mal de recherches de publics scientifiques là-dessus, puisqu'on s'intéresse pas mal au mercure dans ce territoire. Et ça a été dit qu'à Mana, il y avait des taux plus élevés, parfois même qui pouvaient dépasser la moyenne. Donc nous, on n'a pas eu de teneur plus élevée que la norme, mais c'est dit en fait que c'est là où il y en a le plus. Puis après, pour vraiment relativiser, il me semble que le taux de métaux, pas forcément de mercure, mais de métaux, dans le sol, naturellement, en Guyane, on est à 63% de métaux et environ 15% ensuite qui va ruisseler et qui va être transporté. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Merci. Voilà, une question sur les plastiques. Est-ce que les microplastiques sont si petits, du coup les nanos simplement, est-ce qu'il peut y avoir une dispersion dans les chairs, du coup aller dans l'organisme, une dispersion dans les chairs qui amène peut-être à manger du plastique, parce qu'on mange rarement les estomacs des poissons, on mange tous les chairs. Voilà, c'est ma question. Et oui, ils ont montré, il y a un article qui est sorti il y a une semaine par l'IFREMER de Brest, qui a montré que les nanoplastiques traversaient la barrière intestinale pour aller jusqu'au tissu. Donc oui, il y a des microplastiques dans les tissus. Non, pas tous, plutôt des nanoplastiques, mais des plastiques. J'ai une question aussi qui rejoint un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a une pollution aux métaux lourds et il y a une pollution au plastique. Or, on sait que le plastique absorbe des métaux lourds. Est-ce qu'il y a des recherches un peu sur la teneur en métaux lourds des plastiques dans les estomacs? Sur la teneur en métaux lourds, je ne suis pas forcément sûre, mais je sais que souvent, lorsqu'ils font les études avec les microscopes électroniques au balayage ou autres, on peut détecter pour voir s'il y a des contaminants qui sont présents en fait, ou qui sont absorbés par les microplastiques, ou qui sont juste des additifs qui ont été déposés en fait, par les fabricants dans des usines. Oui, il y a des études qui sont faites dessus. Je n'en sais pas énormément plus, parce que je n'avais pas eu l'occasion de m'y intéresser, mais ça existe. Est-ce qu'on a une idée de la toxicité du plastique pour l'être humain? Est-ce qu'il y a des études oui. sur les maladies? Alors, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire s'il y a des effets véritables sur les êtres humains. Il n'y a pas de choses qui ont été établies. Mais c'est en cours de travail, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore assez d'études ni assez de recul en fait, pour savoir si ça a vraiment des effets ou pas. Mais, voilà. En tout cas, si ça a des effets, ça viendra pas forcément
des poissons ou autres, ça se viendra de partout. Donc c'est en cours de travail. Et par exemple, ils ont détecté des microplastiques dans le sang humain il n'y a pas longtemps. Voilà. Je crois qu'on ingère jusqu'à 5 grammes par jour non, de plastique, l'équivalent d'une carte bancaire. Du coup, par an, c'est environ. Pardon, par semaine. Par semaine, par mois, c'est mieux. Donc c'est une carte bancaire par semaine. Ah oui, Juste une autre question pour Léa. Tout à l'heure, elle a dit que les taux de mercure n'étaient pas super élevés. Et nous, quand on est en bien depuis longtemps, on entend beaucoup les peuples autochtones se plaindre des taux de mercure. Donc je suis un peu surpris par le fait que tu dises que les taux n'excèdent pas la norme et que les peuples autochtones se plaignent. Et non seulement, on a eu le vent de certains bébés qui naissent un peu, voilà, avec des déformations. Donc je suis un peu surpris. c'est une bonne question. Je sais qu'en Guyane, en effet, c'est un territoire qui est un des plus touchés par les intoxications aux métaux en général. Après, pour le mercure, moi, de ce que j'ai eu, en fait, on a fait des échantillonnages du coup en estuaire, donc pas directement à la source. Alors peut-être que du coup en amont ça change, je sais pas du tout. Peut-être que Morgana pourra répondre à s'il y a eu d'autres études faites dessus. Mais au niveau du mercure, en fait, ça n'excède pas les normes de la DCE. Après, ça ne veut pas dire du coup que ça n'a pas des effets environnementaux. Mais sur l'homme, en tout cas, globalement, les normes sont respectées. Mais dans les publics que j'ai pu lire, il y avait parfois des teneurs qui étaient plus élevées que la moyenne. Par exemple, de manière épisodique, s'il y a des fortes pluies ou s'il y a une activité aurifère très importante de manière ponctuelle. Voilà. Peut-être que Morgana pourra apporter plus d'informations là-dessus, je ne sais pas. Oui, en fait, les échantillonnages, ils sont faits dans la zone estuarienne, donc c'est en proximité de la mer. Et donc, on a pris une toute petite partie du mercure, la grosse partie du mercure, elle est plus amont. Et aussi, les taux, ils ont été mesurés dans les sédiments. Peut-être que ce n'était pas clair sur la présentation lunaire, mais c'était dans les sédiments. Ah, c'est pas dans l'eau. Voilà, c'était pas dans l'eau. Et les mercures, à différence des microplastiques ou d'autres polluants, ils ont cette tendance à s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Donc, en fait, s'il y en a dans l'eau, s'il y en a dans les sédiments, il y en aura beaucoup plus dans les poissons qui sont carnivores. La grosse partie des poissons qu'on consomme, ils sont carnivores. On mange de la émara, du fleur. Voilà, et plus les poissons sont grands, plus les poissons sont vieux, plus le mercure est contient. La forme de mercure qui était recherchée, c'était sous sa forme de métier mercure, parce que c'était la classique pour l'homme, ou c'était la forme de mercure, sa forme de mise. S'il n'y a pas plus de questions sur le sujet, je vous remercie beaucoup pour vos présentations. Merci à vous pour votre attention. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous tenir au courant des prochains Cafés des Sciences. Normalement, on devra faire le suivant au mois de juillet sur l'endométriose. Ce sera probablement au bar des palmistes, voilà, avec une association guyanaise qui s'appelle Endo Amazon, qu'on vous invitera à découvrir, bien sûr. Et d'ici là, merci beaucoup d'être venus. N'hésitez pas à repasser en matinée pour découvrir les différentes activités scientifiques. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'IFREMER Guyane pour voir les actualités des publications, notamment. Je ne sais pas si Morgana, tu veux encore toucher un petit mot pour conclure. Ça va. On a d'autres projets en cours sur les sujets, notamment en collaboration avec l'IRD et les CNRS. On va bientôt revenir vers vous dès qu'on aura de nouveaux résultats sur l'esclave de la rivière de Cali. Super, ben, merci beaucoup.
Et n'oubliez pas, la fête de la science sera en novembre et je pense qu'on aura beaucoup d'ateliers autour, notamment de l'océan, de la mer, de l'océan, de l'eau, notamment concernant la thématique du réchauffement climatique. Voilà. Et encore merci, passez une excellente soirée. N'hésitez pas à faire un bout de conversation autour du totem. Voilà, profitez de la soirée. Merci. On en a une qui parle français et une qui parle Il a commencé à l'heure. Ça se fait pas ça. Il a commencé à l'heure. C'est pas nous qui en décide. Non, tu dis 18h, on se voit tranquillement à 18h30. Mais quelle idée de C'est pas nous les hommes qui quand tu va dis dire 18h, ça. on commence à 18h30. Il faut dire un message avec des t-shirts. J'ai raté un peu le Mais c'est avec des t-shirts noirs et des habits. Mais tout à l'heure. Il faisait un peu chaud, il y avait beaucoup de monde. Vous n'êtes pas déshydraté, ça va? Alors, il y a de l'eau juste là sur le bar avec des tasses. Vous pouvez vous servir. Vous voulez des lettres pour